Après 5 semaines d'incertitude, les Sénégalais vont aux urnes le 24 mars prochain pour désigner le successeur de Macky Sall. 12 jours de campagne électorale au lieu de 21. Vont-ils suffire? L'administration électorale va-t-elle jouer franc jeu? Quels sont les favoris de ce scrutin à rebondissement? Nous avons 90 minutes pour en parler avec nos consultants et invités au plateau. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter en premier Ibrahima Théo Lam. Bonjour Lam. Bonjour Jules. Axel Diam. Merci, Djeredjef. Nangadef. Magnifique, alhamdoulilah. Ouais, merci. Merci d'être avec nous. Théo Lam est entrepreneur depuis plusieurs années. Il a ouvert beaucoup de cabinets de conseil aux entreprises en Afrique de l'Ouest, en Europe, en France notamment. Théo Lam est membre fondateur de l'École supérieure de développement du leadership basée à Dakar. Plusieurs ouvrages à son actif. Je veux juste rappeler le plan Sénégal émergent et entreprendre en Afrique, les clés du succès. Peut-être pour introduire le sujet, vous qui connaissez l'entrepreneuriat en France, en Europe et en Afrique, y a-t-il une différence pour que vous écriviez entreprendre en Afrique? Il y a des spécificités? Oui, bien évidemment. Entreprendre en Afrique est totalement différent, ce concept. Entreprendre en France, oui, c'est vrai. Quelles sont les difficultés de... Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez l'entrepreneuriat en France, l'écosystème a été préparé pour installer, pour soutenir, pour organiser un schéma de sorte que les entreprises puissent déterminer un processus et y réussir assez rapidement. Chez nous, comme les choses existent, les possibilités existent, on n'a pas pu créer un écosystème local avec nos propres orientations pour orienter les entreprises à un développement fort. Finalement, ce qu'on fait, c'est de prendre ce qui est bien de l'autre côté, qui n'est pas adapté à notre situation. On y va pour accompagner nos entrepreneurs et ça ne donne pas les meilleurs résultats. Donc, entreprendre en Afrique est totalement différent d'entreprendre en France. Donc, c'est plus compliqué, on va dire, en Afrique. En Afrique, ce n'est pas compliqué. Cependant, nous n'avons pas pris en compte notre orientation locale. Nous n'avons pas pris en considération les spécifications techniques et notre culture. Nous voulons entreprendre avec une orientation assez locale en implémentant des concepts qui viennent de l'étranger. Ça ne marchera pas. Nous aurons l'occasion de revenir en détail amplement sur ce sujet passionnant, l'entrepreneuriat en Afrique. Votre co-débatteur, vous le connaissez, vous l'imaginez, c'est l'inamovible Sogoyou Kegewe. Bonjour, Excellence. Bonjour Gilles, tu as introduit mon ami sénégalais dans sa langue. Il faudrait que tu fasses la même chose pour moi. Jasmine. À la fin, ouais. Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo, consultant et bien connu de ce plateau. Merci une fois encore d'être avec nous pour parler du Sénégal. Merci Gilles, merci à nos téléspectateurs. Qui sont très nombreux à nous suivre déjà, ouais, et qui peuvent participer à cette émission en envoyant leur contribution via WhatsApp. Vous connaissez le contact, je vous le rappelle, plus 228 96 08 43 43, plus 228 96 08 43 43. Je me fais le plaisir de relayer vos contributions dans la seconde partie de cette émission. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est l'occasion de liker cette émission, apporter votre soutien à cette initiative panafricaine et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes en temps réel et surtout partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. Le Sénégal aux urnes le 24 mars. C'est le premier jour de campagne aujourd'hui, ce dimanche, pour le scrutin donc présidentiel. Après plus d'un mois d'embrouille ou d'embrouillamini, de cafouillage, les Sénégalais donc vont pouvoir voter dans le délai constitutionnel grâce, est-ce qu'il faut dire, à l'intransigeance ou à la vigilance finalement du gardien du temple, le Conseil constitutionnel, Théo Lam. Alors, je vais me permettre déjà de féliciter le président de la République pour sa sagesse. J'avais dit ici, il y a 2 semaines, qu'il a l'intelligence de nous proposer une date d'élection présidentielle avant le 2 avril. Il l'a fait. Ce n'était pas en posture de donneur de leçons. Je suis sénégalais, il le sait très bien en tant que nous nous attachons à notre patrie et nous nous attachons à notre pays. En cas de contrainte, nous sommes obligés de réagir. Sa maturité, sa sagesse sont au rendez-vous. Je le félicite. Et comme je lui avais demandé
dans le cadre de cette émission passée, qu'il prépare son successeur pour que le Sénégal puisse trouver les acquis qu'il a développés et qui s'orientent vers une dynamique de pérennité, et que les choses qui n'ont pas été au rendez-vous, que l'autre qui va accéder au pouvoir, qu'il les fructifie. En répondant à la question, la maturité du Conseil constitutionnel ou sa bravoure, je suis d'accord que le constitutionnel a été à la hauteur de nos attentes. Mais par contre, le groupe qu'il faut remercier tout de suite, c'est le peuple. Le peuple sénégalais s'est prononcé assez rapidement en disant « voici ce que je veux ». Les journalistes, les autres partis politiques, les candidats, mais plusieurs personnes se sont mobilisées en disant au président de la République « voici le ton qu'il faut suivre ». Je pense qu'il a bien entendu, il a appliqué. Donc pour moi, le reste n'est que le jeu démocratique qui s'installe chez nous, que le meilleur gagne sur la présentation de programmes percutants. Les Sénégalais et les Sénégalaises jugeront. Saluer la sagesse de Macky Sall, parce que ce n'est pas un langage diplomatique, parce qu'il n'a pas fait de bon cœur. Il a dû avoir été contraint par le Conseil constitutionnel notamment. Vous savez, comme je suis dans le doute, je préfère que ça lui profite. Il y a 2 semaines de cela, j'étais là, j'ai été très ferme. J'ai demandé au président de la République, et ça a été un message fort, d'organiser les élections avant le 2 avril. J'ai demandé au président de la République qu'il fasse preuve d'intelligence, et je mesure bien mes mots, parce que tout simplement, il a eu la chance d'avoir de bons acquis, il a eu de bonnes réalisations, il a implémenté tout ce qu'il a voulu faire, il y a eu des failles, maintenant son temps est terminé, il n'a qu'à laisser à une autre personne faire le suivi. Le suivi, c'est-à-dire les 5 prochaines années qui vont venir, il y aura un nouveau président de la République qui va en tout cas continuer le travail qui a été amorcé. Quand je dis continuer, ce n'est pas forcément les programmes sur lesquels le président Macky Sall a travaillé, c'est le rythme de développement de notre pays. Pour moi, un développement, c'est en continu, une administration, c'est en continuité, des exigences de projet, c'est en continuité également. Donc, continuité, il faut lire ainsi. Mais ce Goyou Kekewe, les Sénégalais vont voter avant la fin du mandat présidentiel. Oui, je crois que, comme l'a dit notre ami, bon, vous savez, une télévision est un instrument, disons, très puissant. Il faut l'utiliser à bon escient. Et partout où on a des prémices de la paix, il faut soutenir ça, il faut accompagner ça. Si après tous ces différends, tout cet tapage, toutes ces violences, les Sénégalais enfin peuvent aller aux élections, je crois qu'il est de notre devoir de les accompagner pour qu'ils aillent à ces élections le plus pacifiquement du monde. Le mérite, comme notre ami l'a dit, le mérite revient au président, c'est vrai, mais le mérite revient surtout au peuple sénégalais, parce que ces gens-là, quand ils sont décidés, ils le sont, et cela revient aussi aux opposants, parce que le danger dans certains pays, c'est de n'avoir pas une opposition intelligente. Les oppositions ou l'opposition sénégalaise est très exigeante, mais elle est intelligente. Elle sait quand est-ce qu'il faut faire la paix et elle sait quand il faut aller se battre dans la rue. Donc le mérite en revient au président, bien sûr, puisqu'il a le dernier mot. C'est sa décision. Les autres peuvent faire n'importe quoi. Si le président dit non, cela remet en cause toutes les bonnes volontés. Le président a fait preuve de bonne volonté, mais l'opposition aussi a fait preuve de patience, de sagesse, de patriotisme pour éviter que le Sénégal ne rentre dans un cycle de violence incontournable. Et surtout le peuple sénégalais. C'est incroyable ce peuple-là. Si tous les pays africains avaient le peuple sénégalais, je crois que les pays iraient mieux. Ils sont unis. On ne se perd pas dans des considérations religieuses, dans des considérations ethniques. C'est opposition, c'est opposition. Donc, félicitations à Macky Sall. Féliciter tous ces acteurs, mais si la Cour constitutionnelle n'avait pas été intransigeante, est-ce que les événements n'auraient pas pris notre tournure? Et effectivement, qu'on doit envoyer une chose spéciale, c'est-à-dire un mot spécial à la Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil, ils ont été très courageux aussi, parce que toutes les contorsions de dernière minute auxquelles Macky Sall s'est livré, c'était pour faire passer la candidature de Karim Wade. Mais la Cour constitutionnelle a tenu ferme, a dit non, c'est non. Donc, elle a joué aussi son rôle. Théolam, pourquoi
le dialogue de Macky Sall n'a pas pu passer, le dialogue qui n'était pas une mauvaise idée en soi. Avant de répondre à votre question, vous me permettez d'analyser un peu les propos de son Excellence. Vous savez, chez nous, le Conseil constitutionnel ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'on a un concept que je peux traduire en français plus tard, mais je le dirai en wolof. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu diras au quartier? Imaginez que le Conseil constitutionnel fasse le contraire de la volonté du peuple. Ils vont rentrer comment chez eux? Tu as une femme. L'ont fait, les ah non, chez nous. Non. Ils sont rentrés chez eux tranquilles. Non, chez nous, lorsque tu incarnes la personnalité suprême, en cas de décision qui est contraire à la volonté du peuple, même si tu as raison, tu fais très attention. Parce que chez nous, ta femme compte, les enfants comptent, les habitants du quartier comptent. Et ton nom restera gravé dans l'histoire. Et si ton nom reste avec des postures négatives, toute ta famille paieront les pots cassés. Donc, nous, le concept, ou quand tu rentres le soir, tu es obligé de baisser la tête parce que tu ne veux pas qu'on te voie. Moi, je pense que le Conseil constitutionnel a mûrement réfléchi, je parle de l'équipe, a mûrement réfléchi en se disant que voici le droit, nous avons raison, par ailleurs, le peuple a raison, on fait la jonction des deux éléments, on décide de façon sage. Et ça a été bien. J'ai salué quand même cette décision. J'ai même fait un petit papier en reconnaissance qu'ils ont fait. Mais ce n'est que son boulot, ce Conseil constitutionnel. Cependant, s'il y avait un avis contraire vis-à-vis de ce qui a été prononcé comme acte, ce serait le chaos chez nous. Parce que le peuple n'allait pas accepter qu'une autre décision que celle-ci. Maintenant, pour revenir au dialogue. Lorsque j'ai été invité ici il y a 2 semaines, j'ai dit non au dialogue. Moi, j'avais appelé 5 candidats. 2 jours avant le dialogue, j'avais partagé mon point de vue en leur disant si vous allez là-bas, c'est pour vous ridiculiser. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas envoyer de mandataire, il ne faut pas négocier. Vous avez été validé par le Conseil constitutionnel, le gardien du temple juridique de chez nous, si je peux m'exprimer ainsi. Vous n'avez pas besoin de réfléchir avec un président qui n'est pas candidat à sa réélection. Ensuite, si vous partez au dialogue, c'est pour défendre quelle position? Ce que vous avez envie de prôner, vous le dites au président de la République par voie officielle, vous informez le peuple et préparez vos campagnes. Il est important de prendre la mesure de ce qui se passe chez nous. Et j'avais dit à un des candidats, mon candidat que je soutiens, Boubacar Camara, il y aura bel et bien élection. Et lui, il a été convaincu. Il avait proposé une réduction des délais de campagne en 10 jours. Il avait proposé un certain nombre de schémas. Ce n'est pas pour faire sa promotion, mais aujourd'hui, le fait d'avoir eu ces échanges m'a conforté dans ma position de rejet du dialogue. Pour moi, le dialogue n'avait pas de sens. Et puis, je vais juste vous partager 2 faits. Dans un dialogue, quelqu'un qui parle d'une position qui arrange le président de la République, les gens applaudissent. On n'est pas dans un meeting politique. On n'est pas dans une rencontre amicale. On est en train de régler les problèmes sérieux d'une nation. On n'a pas besoin de personnes qui viennent pour applaudir comme s'il s'agissait d'un rassemblement d'un parti politique. Le deuxième élément, c'est que plusieurs personnes qui se sont exprimées, c'est pour garder leurs privilèges, pour que le président reste au pouvoir encore, que ces gens restent. Et comme je l'avais dit, une bonne partie de ces personnes-là, une fois que le président quitte, leur principal problème c'est quoi? Où trouver de l'emploi? Comment faire pour vivre? C'est pourquoi il est important, et je le précise, c'est pourquoi j'apprécie bien la qualité de mon candidat, le candidat que je soutiens. Une personne doit avoir un parcours. Si tu es ministre, parce que tu as été dans une autre fonction, la fonction ministérielle est terminée, tu retournes en tant qu'enseignant, en tant qu'éboueur, en tant que femme de ménage, en tant que tout ce que tu veux. Mais maintenant, on a tendance à avoir des personnes qui sont devenues ministres 5 ans après avoir exercé cette prestigieuse fonction. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc tu t'accroches. Ou bien tu changes de parti. Voilà. Alors pour refermer cette parenthèse de cacophonie, il faut qu'on comprenne quand même, la question n'est pas inutile, mais quelle mouche avait piqué Macky Sall, qu'on a connu comme grand démocrate? Il a répété lors de son dernier entretien qu'il est démocrate. Quelle mouche l'a piqué? Macky Sall, vous savez, c'est un président france-africain.
Donc quand Macky Sall parle, ce n'est pas lui qui parle, il y a quelqu'un qui parle. Et lui l'exécute, et lui, il fout le désordre dans son pays. Il a bien, lui vient de dire qu'il a fait. Moi j'ai des amis qui m'ont dit qu'il a fait beaucoup de réalisations. C'est-à-dire que Macky Sall serait parti normalement et tranquillement, que tous les Sénégalais seraient en train de l'applaudir. Mais vous avez oublié l'inconnu, ou même le connu, c'est connu ça. Macron et la France. Mais Macky Sall, pourquoi aujourd'hui il est en mauvaise posture? Parce qu'il était un des inquisiteurs contre les pays soi-disant non démocratiques, contre des régimes soi-disant putschistes qu'il faut tuer, au sens propre du terme. On va envoyer l'armée, on va faire ceci. Macky Sall s'est lancé dans ce jeu malsain alors qu'il n'avait pas. Un bon démocrate doit être avant tout tolérant. Tu ne peux pas être démocrate et puis quand on dit tolérance c'est zéro. Un bon démocrate doit savoir utiliser le mot pardon. Si tu n'utilises pas le mot pardon, tu n'es pas un démocrate. Donc, si tu regardes, il s'est mis dans cette désidérata de Paris, de Macron. Il faut punir les non démocratiquement élus, c'est-à-dire les non nommés au palais de l'Élysée, Tiani, Traoré et Assimi Goïta. Mais regarde ce qui leur arrive aujourd'hui, tous ces inquisiteurs soi-disant démocratiques. Regarde le Nigeria aujourd'hui, des émeutes de la faim. Dans un pays comme ça, quand même. Des émeutes de la faim. Et qu'est-ce que les terroristes font? Ils enlèvent des enfants. 287 d'un coup, emportés à Kaduna. Mais Tinubu est en train de sommeiller à Abuja. Il aurait pu, parce que quand Tinubu est venu, il y avait déjà les terroristes. Il aurait pu s'atteler à ça, au lieu de quoi il mobilise l'armée pour aller combattre le Niger. Macky Sall était dans la logique, lui, la chance. Il n'a pas les terroristes chez lui. Donc il s'était mis dans une situation qui devenait intenable pour lui. Il n'a pas eu la franchise des talons qui, à un moment donné, s'est arrêté et a dit écoutez, nous sommes allés trop vite en besogne, cherchons une porte de sortie. Macky Sall n'a pas eu ça. Il est resté dans les idées extrémistes de Macron, des idées nazies. Il faut tuer des Africains pour que la France vive mieux en exploitant gratuitement nos matières premières. C'est dans ça que Macky Sall s'est pris au piège. Sinon, c'est un gars, il n'a aucun problème. Il dirige son Sénégal, il a réalisé ce qu'il peut réaliser, le temps est venu de quitter. Je suis sûr que s'il n'avait pas eu pression de Paris pour jouer aux prolongations, Macky Sall serait parti normalement. Il n'a peur de rien, il ne se reproche rien. Mais il a eu des pressions et il a été compromis par ces pressions, par son désir forcené d'empêcher Sonko d'être candidat. C'est ça qui l'a tué. La campagne électorale a démarré samedi à minuit. C'est le premier jour donc de campagne. Les Sénégalais, vous pouvez nous dire comment ça se déroule là-bas. Vos différents candidats ont pu se déployer sur le terrain. Et comment vous voyez l'issue de ce scrutin? Écrivez-nous, envoyez vos messages. Nous nous ferons le plaisir de partager vos points de vue avec les téléspectateurs. Plus 228 96 08 43 43 du Sénégal. Écrivez-nous. Théo Lam, justement, est-ce que la machine est prête? L'administration territoriale est-elle prête pour l'organisation de ce scrutin? Vu les atermoiements qu'on a eus, est-ce qu'on a pris du temps pour régler ces petits détails techniques? Quand tu m'as contacté pour participer à l'émission, j'ai eu à contacter quelques voies autorisées pour avoir les informations concernant ce sujet. Malheureusement, je n'ai pas eu de retour, donc je n'aurai pas une réponse tranchée. Comme c'est un débat qui concerne un pays où je n'ai pas l'accès aux informations qu'il faut tout de suite, je pense que je vais m'abstenir. Mais par contre, il y a un élément que je peux soulever quand même. Je sais que notre administration sénégalaise a la capacité et les moyens financiers et toute l'organisation qu'il faut pour que l'élection se tienne dans d'excellentes conditions. Parce que nous sommes rodés en matière d'organisation d'élection avec S. Donc je ne suis pas inquiet à ce niveau. La seule chose que je voudrais, que les candidats qui vont défiler auprès des populations, qu'ils nous proposent qu'est-ce qui se passe dans ce pays, quelles sont les priorités, sur quoi on doit se concentrer, comment on le fait, avec quel budget, avec quel partenaire. Parce qu'aujourd'hui, nos pays souffrent. Quand je vois l'Afrique en 2024, j'ai le cœur meurtri. Nous sommes une communauté.
où il existe énormément de potentialités, de ressources, de possibilités, de culture, d'orientation culturelle, d'engagement des populations. Et aujourd'hui, nous n'arrivons pas à fabriquer des cure-dents, des micros, des stylos à billes. On n'arrive pas à éclore nos talents. Et je pousse les candidats à nous exprimer leur volonté de gouverner notre pays avec des schémas pratiques, de ne pas rester dans les théories. Nous allons sortir de cette France-Afrique, nous allons mettre en place une stratégie de développement orientée sur l'intelligence. Tout ça, ce sont des éléments de verbiage, des éléments de langage. J'ai envie qu'un président se présente devant moi et me dire, pendant la campagne, voici ce que j'avais prévu, voici ce que je vais faire, ça colle avec la réalité du terrain. Quand on te dit que toi, mon frère, tu es intelligent, c'est ta capacité de réaliser des choses concrètes qu'on peut bénéficier, nous, en tant que population. Mais être politique ne signifie pas être une personne qui sait bavarder, qui sait s'exprimer en français, qui a une bonne élocution, qui peut convaincre. Ce n'est pas de la politique. La politique, c'est de faire des actions avec des retombées. La population en bénéficie et les gens peuvent applaudir. Parce que n'oubliez pas, la fonction présidentielle, c'est l'une des meilleures fonctions au monde où toi, tu n'utilises pas ton argent. Nous tous, nous cotisons. On t'offre les belles voitures, les gardes rapprochés, la lumière, l'intelligence. On t'offre tout. Quand je parle de l'intelligence, je parle de tes conseillers, de tes ministres. Donc le pays t'offre tout. Même quand tu sors, nous, on attend. Donc travaille un peu. Voilà, c'est tout ce que je veux. C'est vrai, l'élection se passe en mars, mais en réalité, l'élection était programmée pour février. Ça veut dire qu'en réalité, tous les candidats sont prêts. Tout le monde s'était préparé à ça. Quant à la campagne, tous les troubles que le Sénégal a vécu tiennent lieu de campagne électorale parce que on a eu à mettre des gens en prison, on a eu à fermer des partis politiques. Donc tout ça, c'était une campagne électorale qui ne disait pas son nom parce que ça mobilisait la population qui suivait les événements. On a arrêté Sonko, tout le monde est au courant. On interdit le pasteur son parti, tout le monde est au courant. C'est la campagne électorale. Donc aujourd'hui, la campagne 2 jours, 2 semaines, je crois que ça suffit largement. Les Sénégalais étaient mobilisés depuis pour ces élections et ils vont emboîter le pas. Il souligne l'incapacité, il parle d'action, c'est vrai, l'incapacité aujourd'hui pour nous de fabriquer ceci ou de fabriquer cela. En réalité, c'est le problème de l'industrialisation. Mais nous étions une boutique de matières premières où Paris vient puiser. Paris n'a pas intérêt qu'on soit industrialisé. Il faut appeler les choses par leur nom. Est-ce qu'on doit continuer par jeter l'anathème sur Paris? Oui, on doit continuer parce que, attends, il ne faut pas te débiner. Comment d'ailleurs tu peux t'industrialiser si tu n'es pas souverain? Tu dis que tu es indépendant, tu n'es pas souverain. Ta propre monnaie, ton argent, quelqu'un te donne ce qu'il veut quand il veut. Il suffit qu'un pays comme le Niger exprime son désir d'indépendance et l'UEMOA bloque ses avoirs. Alors comment tu veux te développer? Est-ce que la France soumise à ces conditions après la Deuxième Guerre mondiale se serait développée? Non. Non. La preuve, ce qui avait ruiné la France pendant la guerre, le franc nazi, le franc Hitler, mais elle a pris ça pour venir plaquer chez nous. Pourquoi on ne bouge pas? Alors donc, il ne faut pas me dire, est-ce qu'on doit tout mettre sous le dos de la France? On va mettre ça sous le dos de qui? Les Anglais ont libéré leurs colonies, ils sont partis. Les Portugais, ils sont partis. Les Espagnols, ils sont partis. Le seul qui ne part pas, agrippé à nous comme des sangsues, avec des bases militaires, c'est la France. Il faut le dire. Ce que je dis, je n'invente rien, tout le monde le sait, la France le sait. On a envoyé récemment un autre, Jean-Marie Bockel. Mais ce Bockel, les gens ne font pas attention. C'est lui qui, entre-temps, aurait signé l'acte de décès de la France-Afrique. C'était au temps de, je crois, Chirac. Mais Bongo a demandé qu'on le dégomme, on l'a dégommé, c'est devenu une célèbre blague du genre Bongo m'a tué, avec ER à la fin de tuer. Ce Bockel, il n'est pas nouveau. Donc on l'envoie remâcher ce que nous avons déjà entendu. Non, la France-Afrique c'est fini, l'armée c'est fini, mais on fait la tournée aujourd'hui. Non, on va réduire l'armée en Côte d'Ivoire, on va réduire l'armée au Tchad. Non, on n'a pas besoin de réduire l'armée, on a besoin que toutes les armées françaises en Afrique partent. Parce que si demain l'Afrique, un pays africain a des problèmes et il veut du secours, il peut appeler la France, mais il peut appeler notre pays.
Aujourd'hui, les pays qui ont appelé la France, ils sont tous en faillite. Les pays où l'armée française séjourne, ils ont tous des problèmes. Pourquoi le Tchad même se retrouve à Moscou? Pourquoi le Nigeria, qui était le gardien du temple occidental otanesque en Afrique, se retrouve à Moscou? Mais c'est la vérité, c'est des faits. Il faut qu'on regarde ces faits. La France n'était jamais venue pour défendre nos pays, pour quoi que ce soit. Elle est venue, elle a fortifié les terroristes, et les terroristes sont en train de vouloir mettre nos pays à genoux, et c'est ça qu'il faut combattre. Donc je suis d'accord avec lui que ce soit dommage qu'aujourd'hui, après tant de temps et de bavardage politique, qu'on soit en mesure de rien faire, alors que les Africains, on est capable de beaucoup d'innovation, on est capable de trouver des solutions pratiques à la vie de nos populations, que ce soit dans le monde rural ou dans le monde urbain. Donc, moi, je crois que faut pas demander si on va tout mettre sur le dos de la France. Si la France ne veut pas qu'on lui mette tout le dos, qu'elle parte avec ses mercenaires, avec ses terroristes, avec ses soldats qui sont allés nous semer le bordel en Libye, le bordel dont nous récoltons les conséquences aujourd'hui. Je voudrais prendre une minute sur le temps pour causer cette parenthèse, pour demander l'avis de Théo Lam en tant que chef, en tout cas un expert dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que le néocolonialisme a beaucoup desservi les Africains au point de ne pas nous permettre de fabriquer même les cotons-tiges, n'en sommes pas capables. Jules, tu sais, Excellence a bien développé, je mets de côté. Félicitations. Moi, je vais juste appliquer ce qu'il a dit. Tu es dans une communauté X avec une population de 20 000. Ce que nous faisons en tant qu'autorité, on leur demande d'oublier leur histoire, leur identité, d'oublier d'où ils viennent, et on leur enseigne autre chose pour les préparer à exercer les exigences de l'État. C'est ce qu'on fait. On les met pour les élèves dans des classes, on les prépare sur des schémas qu'ils ne comprennent pas et on les rend aveugles. Au lieu de leur montrer ce qu'ils ont, comment ils peuvent les réaliser en projet et en vivre et faire vivre la communauté, on leur dit oubliez tout ça. Maintenant, eux qui nous ont orientés pour le système sur lequel nous travaillons, eux passent par derrière pour réaliser des très beaux projets. Et moi aujourd'hui je me dis, il est important qu'on puisse tout de suite nous désengager de cette Afrique qui est comme une boutique de matières premières, comme a dit Excellence. Et pour ce faire, il ne faut pas différer la paternité en disant maintenant il faut qu'on aille chez les Russes. Français haut, Russes haut, Américains haut, personne ne développera l'Afrique sans les Africains. Aujourd'hui, je peux donner 3 exemples qui peuvent nous aider à mieux mûrir nos orientations de développement. Regardez, je l'avais dit dans une télévision, je ne sais pas dans quel pays. Nous avons des ministères de l'économie et des finances et du plan dans certains pays. On a conçu dans ces pays un programme pour le secteur formel. Or, le secteur formel ne dépasse pas 10%. C'est-à-dire que tu es dans un pays entier, tu as élaboré la politique de la nation, tu t'adresses uniquement aux personnes formelles. Or, l'économie repose sur la partie informelle. Donc, c'est un échec pour moi, c'est un aveu de la part de nos autorités. Le deuxième exemple que je peux donner sur l'enseignement supérieur qui me passionne autant. On demande aux enfants de comprendre la comptabilité en classe. On leur donne des cours pendant 5 ans. À la fin du cours, les enfants ne peuvent pas exercer le métier de comptable. Et les personnes qui n'ont jamais fait la comptabilité s'exercent en comptabilité. Parce que tout simplement, ces personnes se sont auto-formées, vu l'orientation de notre société, vu également le fait que ces personnes-là développent leur intelligence assez rapide et comprennent très vite, ces personnes n'ont pas eu besoin d'une classe pour apprendre comment on exerce. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important, dans le domaine de l'enseignement supérieur, qu'on développe des modèles de sorte que les jeunes pratiquent tout de suite. Une dame a fabriqué cet outil, comment faire de sorte que cet outil soit valorisé. Et le rôle de l'État est très simple là-dessus. Pendant la promotion de l'outil, on peut imaginer une année, l'État ferme les frontières pour une partie des produits qui viennent de l'étranger. Et cela donne à la population la possibilité d'accéder à des produits fabriqués par les populations locales. C'est ça le rôle de l'État. Le régulateur,
C'est ça le rôle de l'État, la personne morale qui pousse. C'est ça également le rôle de l'État. Parce que l'État n'a pas été désarmé par la ZLECAf, la zone de libre-échange. Non, moi c'est un... Vous savez, ce projet ne me passionne pas. Parce que tout simplement, si vous prenez le temps de le lire en détail et de voir l'application, je veux m'arrêter là parce que ça me gêne, en tout cas intellectuellement, de parler des personnes qui ont mobilisé des énergies pour concevoir ce projet. Comme je ne suis pas d'accord, je ne préfère pas en tout cas y apporter des contributions ni critiquer par élégance professionnelle, par élégance intellectuelle, j'en parlerai pas. Je vais juste donner mon troisième exemple et j'en termine. Aujourd'hui, on est sûr d'une chose, nous avons des matières premières. Aujourd'hui, on est sûr d'une chose, nous avons de l'intelligence ou des intelligences. Aujourd'hui, on est sûr d'une chose, nous avons la capacité de nous développer. Qu'est-ce qui nous reste? C'est de mettre en place des stratégies ancrées sur nous-mêmes. On ne peut pas rejeter tout ce que nous avons en intégrant ce que les autres ont pour développer un schéma qui va nous permettre de réussir nos ambitions. C'est faux. On ne peut pas réussir cela. Donc pour moi, le maître mot, c'est que nos autorités puissent rester concentrées sur nous-mêmes, nos acquis, notre histoire, notre identité et nos possibilités. Pour moi, c'est ce qu'il faut. Vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Je promets, on va revenir sur ce sujet. Il est très passionnant. Mais le temps de finir avec ce que nous avons choisi aujourd'hui, le Sénégal. Je voudrais qu'on aborde maintenant les forces en présence. 19 candidatures ont été retenues par le Conseil constitutionnel. Ce sont des candidats qui vont compétir. De ces 19 candidats, un sera élu à l'issue du scrutin. Mais quelles sont les grandes forces vues de l'extérieur, vous? Oui, Gilles, j'ai la chance d'avoir en face de moi un Sénégalais. Je crois qu'en matière des forces en présence, il est mieux placé. Parce que moi, si tu me demandes aujourd'hui qui est candidat au Sénégal, je connais le candidat de Macky Sall, Mamadou Ba. Je connais Sonko, dont le candidat est Diomaye, je crois. À part ça, les autres, je ne les connais pas. Il m'a dit tantôt qui est son candidat. Khalifa Sall, voilà. Donc, moi, je ne les connais pas. Je connais mais fallait pas. Tu veux m'empêcher de finir quelque chose que je voulais dire en allant m'embrouiller dans les forces en présence au Sénégal. Lui, il va nous éclairer. Et nous l'écouterons vraiment sérieusement pour apprendre. Mais je voulais dire, il a dit tantôt que oui, dénoncer la France, c'est pas aller par exemple chez les Russes et machin. Non! L'Africain n'a pas besoin d'être éternellement esclave jusqu'à chercher toujours un maître. Mais, si on vous dit que c'est aujourd'hui que les Russes viennent en Afrique et décident de former des ingénieurs géologues capables de retrouver nos richesses minérales et surtout de les exploiter, comment tu expliques ça après 60 ans de mariage forcé avec Paris? 60 ans de mariage forcé avec Paris. Parce que le temps colonial, il n'y avait pas mariage, ils étaient là chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Après, ils nous disent qu'ils nous ont donné l'indépendance, ils auraient dû nous laisser aller faire ce qu'on veut. Parce que si on ne s'était pas enfermé dans ce carcan occidental, quand tu formes, nous sommes tous dans ce pays, quand on forme quelqu'un en Chine, en Russie, les gens ont tendance à le dénigrer. Moi, je connais des professeurs de mathématiques dans ce pays, c'est parmi les plus brillants. Ils sont formés en Russie. Donc, on nous a, la France nous a mis ces conneries dans la tête que si ça ne vient pas de Paris, c'est pas sérieux. Donc, on ne court pas pour aller chez les Russes, les Américains. Pourquoi pas? Les Américains aussi forment les gens. Les Chinois forment les gens. Les Turcs forment les gens. Les Iraniens forment les gens. Nous irons chez celui qui est à mesure de nous donner la connaissance qui nous permette de nous libérer. Parce que actuellement, notre désir de libération, elle est théorique. On n'a pas la connaissance. Nos minéraux sont là. Toi, tu connais combien d'ingénieurs géologues au Togo? Moi, je connais à peine un ou deux types avec une dame qui est géologue ici. Mais on devait en avoir des dizaines qui sillonnent le pays, pas dans les bureaux climatisés, qui sillonnent le pays, qui ramassent les cailloux comme les Chinois le font ici. Donc, moi, je crois que on ne fuit pas la France forcément pour aller sous le parapluie de quelqu'un. On fuit la France qui nous a interdit de connaissances pour aller chez des gens qui nous donnent la connaissance nécessaire, et la connaissance minérale, la connaissance mécanique, les ingénieurs informatiques, tout.
Tu as vu ce que les Maliens ont fait, les ingénieurs maliens, informaticiens maliens ont fait. Quand la France, une société française, comme d'habitude, a pris en otage les données informatiques du Mali. C'est une honte. La société a porté son... Voilà, ils ont l'habitude de ça. Tout ce qui est africain, on prend ça en otage et on traite la vente jusqu'à la dernière goutte de lait. C'est le système français. Mais les ingénieurs maliens, gloire à eux, ont pu sortir leur pays de ça. C'est de cela qu'il s'agit. Qui a formé ces ingénieurs? Il s'agit du fameux projet voilà. Mali Biométrie, voilà. Mali Biométrie Kouraou. Enfin, oui, donc c'est des gens comme ça que nous voulons. Si c'est les Français, si aujourd'hui les Français se ressaisissent et disent ah, c'est vrai, on avait trop volé ces pauvres petits Africains, bon, on va les former, nous irons à Paris nous former. Oui, vous avez eu votre droit de réponse. Maintenant, les forces en présence au Sénégal, Ibrahima Théolam, sur les 19, quels sont les favoris? Alors, avant juste d'y aller là, bravo à Excellence, je vois un engagé. Il faut créer une école, vous nous encadrez, comme ça, ça va nous permettre au moins d'avoir plus d'étoffe, plus de courage pour affronter, parce que nous sommes quand même pas nombreux des personnes qui croient à ce continent. Maintenant, juste un petit commentaire. Vous avez dit peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs géologues au Togo, mais les vrais ingénieurs géologues n'ont pas été à l'école et maîtrisent le sol. Ces personnes-là ne sont pas reconnues. C'est ça que je dénonce. Aujourd'hui, on a des gens qui maîtrisent la technique via leur parcours pratique. Parce que ces gens-là ont confronté leurs idées avec la réalité du terrain et ont développé quelque chose. Mais aujourd'hui, on rejette en bloc leurs connaissances en pensant que c'est les autres qui viennent d'ailleurs qui peuvent nous donner la civilisation et l'orientation de connaissances. Voilà. Enfin bref, je ferme cette parenthèse. Au niveau des favoris, je parle en analysant ce qui se passe au Sénégal actuellement. La majeure partie de la population estime que le candidat de Ousmane Sonko gagnera ces élections, Bassirou Diomaye Faye. Qui est en prison actuellement. Qui est en prison actuellement, mais ça n'a rien à voir, qu'il soit en prison ou pas. Selon plusieurs spécialistes, il peut gagner. Maintenant, moi, ce que je peux témoigner, je ne suis pas de leur parti. J'ai mon candidat qui a contribué quand même à rehausser en tout cas le niveau des élections législatives il y a quelques années. Jusqu'à ce que l'équipe de Sonko, il a permis... non, il ne faisait pas partie de l'équipe, c'était un regroupement d'intellectuels pour faire bloc à la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Moi, je reconnais le leadership de Ousmane Sonko. Je ne fais pas partie des personnes qui soutiennent son initiative, mais au moins, pour être honnête, je reconnais sa force. Il est connu, il a tout ce qu'il faut pour convaincre. Donc vous vous placez devant Faye Diomaye? Non, absolument pas. En fait, moi j'ai mon candidat qui s'appelle Boubacar Camara. Tout le pays le connaît. Donc je ne vais pas développer sur sa stratégie pour accéder à la magistrature suprême, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, il peut y avoir une grosse surprise pour cette élection. Les gens peuvent se dire, finalement on a beaucoup tourné, on a beaucoup bavardé, nous allons prendre parmi les 19 candidats le plus méritant en termes de profil, le plus méritant en termes de parcours, le plus méritant en termes de résultats concrets lorsqu'il exerçait le pouvoir. Et je pense qu'on oriente vers ça. Ça, c'est mon avis. Maintenant, si je peux parler des forces, le candidat de Benno Bokk Yakaar a des forces, mais son cas est divisé. Il y a plusieurs personnes qui sont ministres dans le gouvernement qui sont contre sa candidature jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont des hauts responsables de Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle, qui ne sont pas d'accord. Il y a 5 des candidats qui sont sortis de leur rang Benno Bokk Yakaar il y a moins de 6 mois. Et pour ajouter à son malheur, un dernier remaniement pour le déguerpir avant... Non, moi je pense que c'est pas pour le déguerpir. Moi je pense plutôt que c'est pour le libérer. Voilà. Par ailleurs, on aurait dû faire ce choix depuis longtemps parce qu'en fait, une campagne présidentielle, c'est une machine à affronter. Et puis gérer un gouvernement, c'est être au four et au moulin. On ne peut pas gérer un gouvernement en tant que Premier ministre, organiser l'équipe et vouloir se lancer dans une campagne présidentielle où il y a 18 candidats et toi, ça fait 19. Donc pour moi, c'est un bon choix de le libérer. Maintenant, pour clôturer par rapport aux forces en présence, ça dit que tous les candidats ont les chances de remporter cette élection présidentielle. Mais ce qu'il faut souligner, il y a énormément d'intellectuels
d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, beaucoup de partis politiques qui sont derrière le candidat de Ousmane Sonko. Il paraît qu'il y a au moins 100 partis politiques derrière la candidature du poulain de Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. C'est pourquoi au Sénégal, on estime qu'il peut gagner dès le premier tour, ou s'il y aura un duel, c'est entre lui et quelqu'un d'autre. En tout cas, il sera premier n'importe comment, selon les spécialistes de la science politique. Maintenant, moi, ce que je crois aujourd'hui, il peut y avoir une surprise. Le pays peut décider à ce qu'il y ait une personne capable de redresser. Parce que nos chantiers sont énormes. Déjà, il faut réparer le pays. Nous, actuellement, notre pays est malade. Quand je dis réparer le pays, il faut reconstruire le pays avec ses propres valeurs, avec ses anciennes valeurs. Il faut réorganiser le pays. Il faut promouvoir la paix durable. Il faut aussi faire de sorte que ce qu'on a comme acquis, qu'on le préserve et qu'on essaye de développer les autres chantiers. Nous sommes un pays où maintenant nous avons une présence gazière et nous avons aussi du pétrole. Donc c'est une nouvelle dynamique. Et le président qui va venir, en tout cas à l'issue de cette élection, il sait très bien que nous sommes un peuple mature et que nous n'allons pas accepter que la gabegie continue et nous n'allons pas accepter l'impunité qui va perdurer et nous n'allons pas accepter le détournement de deniers publics et nous n'allons pas accepter le fait qu'un président puisse se servir et que la population ne se serve pas. Ben, Excellence, est-ce que la tournure des événements, en tout cas ce qu'on a connu avant la date du 24 mars, est-ce que Macky Sall n'a pas fait une mauvaise campagne pour son candidat du Beno Yaka, l'ancien Premier ministre Ba? D'abord, c'est Macky Sall qui, depuis plus d'1 an, fait la campagne pour Sonko. C'est Macky Sall qui fait la campagne pour Sonko, jusqu'à aller dissoudre son parti. Tu sais, c'est des erreurs à ne pas commettre. Le PASTEF. Le PASTEF, c'est des erreurs. Ces politiciens, je ne sais pas qui les conseille, mais tu tortures quelqu'un. Plus tu le tortures, il crie, plus les gens l'entendent. Et chacun se dit, ah, le pauvre, on va l'aider. On va le sauver parce qu'on le torture. Donc c'est Macky Sall qui a fait la promotion de Sonko, qui en lui-même était populaire, Sonko. Alors aujourd'hui, les forces en présence, je ne connais pas le terrain comme lui, mais moi je dis ceci. Il y a 2 forces en présence. Il y a Macky Sall, c'est-à-dire que le camp de Macky Sall, et il y a le camp de Sonko. Je vous ai dit ici la dernière fois que même si Sonko désignait un crapaud comme candidat, il deviendra président du Sénégal. Et il en sera ainsi. Comment tu crois qui va venir gagner ces élections? Parce que nous parlons de liberté, de souveraineté. Seul le camp, la tendance Sonko peut libérer le Sénégal. Il vient de dire tous les avantages qui s'offrent aujourd'hui au Sénégal. Le pétrole, le gaz. Mais comment tu veux qu'un nouveau président utilise les revenus du pétrole pour développer le Sénégal quand ce pétrole a été déjà donné gratuitement à une compagnie qui, à l'appel d'offres, était 4e? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens de Sonko, je crois qu'il est question avec eux de renégocier les contrats. Il ne s'agit pas de chasser quelqu'un, mais que le contrat soit équitable. Que vous avez dit ici, vous avez parlé de corruption, de pots de vin. Les contrats inéquitables sécrètent les pots de vin. Parce que c'est sur la base des pots de vin qu'un responsable d'un pays, un ministre, peut donner à 10 francs à une société ce qu'il pouvait vendre à 1000 francs pour aider son pays, pour faire avancer son pays. Donc seuls les gens de Sonko vont venir libérer le Sénégal et je suis sûr que dans peu de temps, le camp des libertés s'étendra Niger, Mali, Burkina, Sénégal, en attendant les autres. Ben, c'est votre vœu. Je vous ai demandé, je ne sais pas si nous avons... Oui, nous avons une minute. Est-ce que le camp Karim Wade qui a été recalé pour ces élections, est-ce qu'il peut peser dans cette campagne électorale en soutenant un candidat ou un autre? Bien sûr. Je pense que oui, parce qu'en fait, le Parti démocratique sénégalais quand même a un ancrage territorial fort, mais je n'ai pas compris pourquoi tout le parti se disent Karim ou rien. Ça, j'ai pas compris, c'est leurs orientations politiques. En tout cas, je sais qu'ils ont la force, ces membres du Parti démocratique sénégalais. Si Karim soutient un candidat, peut-être que ce candidat peut avoir... Et pour en tout cas... qui pourrait faire les faveurs du PDS? En tout cas, je vais me permettre de faire de la publicité. Ça pourrait être aussi
mon candidat Boubacar Camara, quand Karim était le puissant ministre du ciel, de la terre, de tout ce que vous voulez, des mers et des océans. Voilà. Mais en fait, son secrétaire général était Boubacar Camara. Et Karim ne travaille jamais qu'avec une personne, ne travaille pas avec des personnes moyennes. C'est ce que je veux dire. Quand Karim te choisit, c'est que tu fais partie des meilleurs du pays. Ça, tu me permets de faire de la publicité quand même en disant que si Karim veut nous rejoindre, avec grand plaisir. Il connaît très bien le candidat, c'est lui qui avait choisi comme secrétaire général. Et pour moi, avec plaisir. Ouais, je voudrais interroger aussi sur l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Est-ce qu'il a des chances également? Nous en parlerons dans la seconde partie de New World Forum, parce que là, nous devons marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. À la reprise, nous allons voir si l'administration peut tenir ces élections sans les piper, et puis finalement si Macky Sall va sortir la tête haute après avoir choisi une date. On marque une pause et on revient en même temps avec vos contributions, plus de 228 96 08 43 43. À tout de suite.